Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième partie du cours d'économie générale. Donc la deuxième partie du chapitre 4, la monnaie et le financement de l'économie. Donc dans le précédent chapitre, nous avons fait un peu le tour des notions de monnaie. Donc ici, nous allons voir les politiques monétaires et le financement de l'économie. Donc d'abord, d'entrée de jeu, je vais vous définir c'est quoi la politique monétaire. Donc, comme on le voit ici, la politique monétaire est la politique de la banque centrale, donc qui va utiliser la monnaie et le crédit pour essayer de réaliser les objectifs de la politique économique. Donc, la politique monétaire n'est rien d'autre qu'une politique qui est détenue par la banque centrale, mais cette banque centrale va essayer d'utiliser la monnaie et le crédit pour tenter, n'est-ce pas, de réaliser les objectifs de la politique économique. Donc, dans la partie précédente, j'avais dit qu'il y en avait quatre objectifs de la politique monétaire. Le premier objectif, c'est la croissance économique. Ça veut dire quoi? Tous les pays du monde, toutes les banques centrales cherchent à ce qu'il y ait une augmentation de la richesse économique. Donc, la richesse économique, que la richesse puisse augmenter d'année en année. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du PIB, donc la richesse créée à l'intérieur d'un pays. Ensuite, tous les pays, donc toutes les banques centrales, cherchent à atteindre ce qu'on appelle un haut niveau de l'emploi, donc une économie où tout le monde travaille. Et troisième objectif du moins, on appelle ça la stabilité des prix. Et le dernier objectif, on appelle ça l'équilibre de la balance des paiements. Donc la stabilité des prix, donc une économie où les prix sont stables, une économie où l'entrée dans le pays et les sorties dans le pays, en termes de marchandises, en termes de capitaux, soient les mêmes. Donc ça, c'est un peu les quatre objectifs de la politique économique. Donc on les appelle généralement le carré magique de Kaldor. Donc c'est ce qu'on appelle le carré magique de Kaldor. Maintenant, en ce qui concerne la politique monétaire, nous avons quatre principaux instruments de la politique monétaire. Donc ces quatre principaux instruments de la politique monétaire, il y a d'abord la politique de l'escompte, la politique d'open market, la politique de réserve obligatoire et la politique d'encadrement de crédit. Donc nous allons essayer de voir ensemble c'est quoi d'abord la politique d'escompte. Cette politique d'escompte, donc ça va être une politique de la banque centrale consistant à faire varier, n'est-ce pas, son taux d'escompte pour orienter les crédits bancaires dans le sens des objectifs de la politique économique. Donc la politique d'escompte n'est rien d'autre que le fait que la banque centrale va faire varier son taux d'escompte, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, d'orienter les crédits bancaires des banques commerciales dans le sens des objectifs de la politique économique. Maintenant, ce taux d'escompte n'est rien d'autre que le taux d'escompte de la banque centrale, on appelle généralement aussi le taux de rescompte. Donc, en réalité, c'est le taux d'intérêt que doivent payer les banques commerciales lorsqu'elles veulent réescompter des titres, comme par exemple les effets de commerce auprès de la banque centrale. Donc, comme vous le savez autant que moi, que l'escompte est généralement l'opération par laquelle une banque commerciale va accepter un titre que lui remet un de ses clients contre le paiement d'un taux d'intérêt ou taux d'escompte de la banque commerciale. De façon concrète, supposons par exemple que vous avez un effet de commerce de 100 millions et si le taux d'escompte de la banque commerciale est de 10% et le taux d'escompte de la banque centrale est de 10%, donc le client n'aura que 90 millions. Donc la banque commerciale aura alors 6 et la banque centrale aura 4. Donc c'est un truc comme ça. Donc le taux d'escompte, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment un taux, c'est le taux de la banque centrale. Et également, c'est un taux d'intérêt que doivent payer les banques commerciales lorsqu'elles veulent réescompter des titres, comme par exemple les effets de commerce. Maintenant, de façon concrète, si par exemple la banque centrale veut utiliser la politique de l'escompte pour favoriser la croissance économique, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que si la banque centrale veut augmenter la richesse, parce qu'on vient de dire que le taux d'escompte, c'est un taux d'intérêt qui existe entre la banque centrale et la banque commerciale. Donc, qu'est-ce que la banque centrale peut faire avec ce taux d'escompte
avec la politique d'escompte lorsqu'elle veut favoriser la croissance économique. Donc, dans la pratique, elle doit diminuer son taux d'escompte. Parce que si la banque centrale diminue son taux d'escompte, donc cela va pousser les banques commerciales à réduire leur taux d'intérêt bancaire. Donc, il va y avoir une augmentation de la demande de crédit par les entreprises et les particuliers. Donc, une augmentation du crédit, donc une augmentation aussi de la demande des biens d'investissement qui va découler de la demande, de l'augmentation de la demande de crédit et qui va découler de l'augmentation du crédit et une hausse de la production et par ricochet une hausse du PIB et de la croissance économique. Un autre exemple, supposons que la Banque centrale veut lutter contre une inflation. Okay? J'ai dit une inflation par la demande parce que, comme vous le savez autant que moi, sur le plan monétaire, l'inflation par la demande est symptomatique d'un excédent de monnaie en circulation par rapport au nombre de biens en vente. Donc, autrement dit, l'inflation par la demande n'est censée se produire que lorsque l'économie est dans une situation de plein emploi dans un premier temps, et aussi le phénomène se veut l'inverse de ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. Donc, autrement dit, sur le plan monétaire, l'inflation n'est rien d'autre. L'inflation par la demande est généralement liée à un excédent de monnaie en circulation. Donc, s'il y a une inflation par la demande, qu'est-ce que la Banque centrale doit faire? Donc, ici, je mets que la Banque centrale doit chercher à diminuer la quantité de monnaie en circulation. Donc, la Banque centrale va augmenter son taux d'escompte. Donc, si elle augmente son taux d'escompte, cela va faire augmenter le taux d'intérêt bancaire. Donc, cela va augmenter le coût du crédit. Donc, une baisse de la demande de crédit et également une baisse du crédit et une baisse de la demande des biens d'investissement et une baisse des prix. Alors, donc ça, c'est un peu le schéma classique. Donc, on va passer maintenant à la politique d'open market. Donc, la politique d'open market, donc c'est une politique également de la Banque centrale qui consiste à alimenter en liquidité les banques commerciales ou à assécher en liquidité les banques commerciales pour réaliser les objectifs de la politique économique. Donc, cette politique va se dérouler généralement sur le marché monétaire. Comme vous le savez, le marché monétaire est un marché où les banques qui ont un besoin d'argent viennent à la rencontre des banques qui ont un excédent d'argent. Donc, l'échange se fait généralement contre des titres à court terme. Donc, l'idée, c'est quoi? Si on veut donner de l'argent aux banques commerciales, on achète des titres, les titres des banques commerciales. Et si on veut diminuer la quantité de monnaie en circulation, on vend des titres aux banques commerciales. Donc, comment ça se passe de façon concrète? Par exemple, supposons que l'on veut atteindre la croissance économique. Donc, si on veut atteindre la croissance économique et qu'est-ce qu'on doit faire si la Banque centrale applique la politique d'open market? Donc, elle doit acheter des titres sur le marché monétaire. Pourquoi? Parce que si elle achète des titres sur le marché monétaire, ça va augmenter la liquidité des banques commerciales et monétaires. Donc, de façon schématique, si la Banque centrale veut utiliser la politique d'open market pour favoriser la croissance économique, elle doit acheter des titres sur le marché monétaire. Donc, si elle achète les titres sur le marché monétaire, donc elle va donner assez de liquidités aux banques commerciales et monétaires, donc ce qui va augmenter la liquidité des banques commerciales, une baisse du taux d'intérêt, une baisse du coût de crédit, une augmentation de la demande de crédit, une augmentation du crédit, une augmentation de la demande des biens d'investissement, une augmentation de la production nationale et par ricochet, une augmentation du PIB et de la croissance économique. Maintenant, on peut faire des remarques parce que tout ça, c'est théorique et pas facile. Donc, nous pouvons ainsi émettre des remarques sur la politique de l'escompte et la politique d'open market. En réalité, la politique d'open market et la politique d'escompte, on les appelle généralement des politiques d'action indirecte sur les liquidités des banques commerciales et les crédits bancaires. Ce sont généralement des politiques incitatives, on les appelle des politiques incitatives. Concrètement,
Ainsi, dans le cadre de la politique d'open market, les banques commerciales ne sont pas chaque fois obligées de vendre des titres à la banque centrale si le prix proposé par cette banque centrale, par cette dernière, est considéré comme faible, par exemple pour les banques commerciales. Et réciproquement, les banques commerciales ne sont pas aussi obligées d'acheter des titres que la banque centrale leur propose ou leur présente si cette dernière les vend à un prix élevé. Donc, on va se retrouver dans une situation où les banques commerciales et les banques centrales, souvent la banque centrale n'est pas obligée, la banque commerciale n'est pas obligée d'accepter les titres que les banques centrales les proposent. Réciproquement, si le prix proposé par la banque centrale n'intéresse pas la banque centrale, elle n'est pas obligée de vendre ou d'acheter ces titres à ce prix. Donc, il faut faire extrêmement attention. Également, si on prend la politique d'escompte, c'est le même cadre. Dans le cadre aussi de la politique d'escompte, les banques commerciales ne sont pas obligées de diminuer leur taux d'intérêt lorsque la banque centrale diminue son taux d'escompte. Également, réciproquement, les banques ne sont pas obligées aussi d'augmenter leur taux d'intérêt lorsque la banque centrale aussi augmente son taux d'escompte. Donc, il y a ce petit problème qui est là, qui fait que, comme c'est des effets indirects, il faut que la banque centrale fasse quelque chose et indirectement, la banque commerciale doit le faire. Mais le problème, c'est que souvent, la banque commerciale n'est pas obligée de suivre la tendance que la banque centrale les propose. On passe à la troisième politique qu'on appelle la politique des réserves obligatoires. Donc, c'est une politique consistant pour la Banque centrale à imposer la constitution des réserves aux banques commerciales lorsqu'elles reçoivent des dépôts de leurs clients, et cela dans le but de réaliser les objectifs de politique économique. Maintenant, pour comprendre vraiment cette notion de réserve, en fait, par exemple, si une banque commerciale comme BNDA ou Ecobank reçoit un dépôt de 100 millions d'un de ses clients, et si le taux de réserve obligatoire, généralement on appelle ça le taux de réserve obligatoire, est de 6%, donc elle doit déposer à la banque centrale 6 millions. Voilà, donc, dès que la banque centrale, la banque commerciale reçoit un dépôt de 100 millions de son client, et si les réserves obligatoires est de 6%, ça veut dire que la banque centrale doit déposer 6 millions à la banque centrale. Et si on a vu dans le premier chapitre aussi qu'il y a le réserve de précaution, si ce réserve de précaution fait 4%, alors la banque BNDA va mettre de côté pour le client 4 millions comme réserve de précaution. Donc très généralement dans le taux de réserve, vous avez ce qu'on appelle les réserves obligatoires et les réserves de précaution. Généralement les réserves obligatoires, c'est les réserves qui existent entre la banque centrale et la banque commerciale. Non, supposons que si la banque centrale veut utiliser, par exemple, la politique de réserve obligatoire pour favoriser la croissance économique et le niveau d'emploi, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, si elle essaie d'appliquer la politique de réserve obligatoire, elle doit baisser le taux de réserve obligatoire. Maintenant, si elle baisse le taux de réserve obligatoire, donc cela va augmenter la liquidité des banques commerciales et monétaires et cela va baisser le taux d'intérêt bancaire, la baisse du coût du crédit, l'augmentation de la demande de crédit, l'augmentation du crédit, donc de la quantité de monnaie dans la circulation, et l'augmentation de la demande des biens d'investissement, l'augmentation de la production et de l'emploi. Donc, dans la même démarche que la politique de l'escompte et la politique d'open market, la politique des réserves obligatoires présente des limites. La première limite ou d'imperfection, on appelle, c'est que les banques commerciales qui peuvent avoir des ressources autres que les dépôts de leurs clients vont échapper au système de réserve obligatoire si le système est élargi par les banques commerciales, par exemple. Ça, c'est un premier élément. Et le second élément, c'est que la politique de réserve obligatoire pénalise les banques commerciales qui ont une bonne politique saine de crédit. Voilà. Donc, et la dernière politique, on appelle ça généralement la politique d'encadrement du crédit. Donc, c'est une politique qui va consister pour la Banque centrale à fixer des limites ou des plafonds au crédit octroyé par les banques commerciales pour réaliser les objectifs de la politique économique. Donc, la Banque centrale va fixer pour chaque banque commerciale un taux de progression ou une norme de progression de ses crédits pour une période donnée.
Et la banque commerciale a l'obligation de respecter le taux sous peine de sanction. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, je répète une dernière fois. Donc, c'est une politique qui va consister pour la Banque centrale à fixer des limites ou des plafonds au crédit octroyé par les banques commerciales pour réaliser les objectifs de la politique économique. Donc, autrement dit, qu'est-ce que la Banque centrale va faire? La Banque centrale va essayer de fixer pour chaque banque commerciale un certain taux de progression ou ce qu'on appelle une norme de progression de ces crédits pour une période donnée. Et la banque commerciale a l'obligation de respecter sous peine de sanction. Là. Donc ça, c'est vraiment des éléments. Maintenant, on va passer maintenant à un exemple de politique d'encadrement. Par exemple, si on veut stabiliser les prix avec la politique de l'encadrement. Et qu'est-ce que la Banque centrale doit faire? Donc, la Banque centrale doit baisser son taux de progression ou de plafond. Donc, ce qui va réduire la liquidité des banques commerciales et monétaires parce qu'on est dans une inflation par la demande. Donc, j'avais déjà expliqué cela. Et si le taux d'intérêt augmente, donc la demande de biens et crédits diminue, le crédit diminue et on aura une diminution de la demande des biens d'investissement et une baisse des prix. Maintenant, comme toutes les autres politiques, la politique d'encadrement du crédit aussi possède des limites. La première limite, c'est qu'elle favorise la croissance entre les banques commerciales avec les taux de progression. Également, souvent, sa mise en œuvre est très très lourde pour les banques commerciales. Donc, elle demande des renseignements complexes. Et également, des demandes de dérogation sont souvent nombreuses dans ces situations. Maintenant, on va passer à la partie financement de l'économie. Donc, dans une économie, très généralement, vous avez certains agents ont une capacité de financement. On appelle généralement que leur épargne est supérieure à leur investissement. Et vous avez d'autres agents qui sont à besoin de financement. Ça veut dire tout simplement que leur épargne est inférieure à leur investissement. Maintenant, supposons par exemple qu'on prend un exemple où vous avez dans une économie, nous avons deux agents, les ménages et les sociétés. Donc, l'épargne des ménages fait 5 000 et l'investissement des ménages fait 4 000. L'épargne des sociétés sociétés non financières fait 1200 et l'investissement des sociétés sociétés non financières fait 2200. Donc, si on regarde un peu, on voit quand même que ici, l'épargne est supérieure à l'investissement, ça veut dire que les ménages sont en capacité de financement. Et ici, l'investissement est supérieur à l'épargne. Ici, les sociétés sociétés non financières sont à besoin de financement. Et très généralement, en économie fermée, la somme des épargnes égale à la somme des investissements. Autrement dit, besoin de financement égale à la capacité de financement. Et très généralement, pour satisfaire leurs besoins de financement, les agents, pour satisfaire leurs besoins de financement, les agents à besoin de financement, les ABF, peuvent recourir à un financement direct ou désintermédié ou à un financement indirect ou intermédiaire. Maintenant, c'est quoi un financement direct intermédiaire? C'est très généralement, il y a un financement direct intermédiaire lorsque la capacité de financement des agents à capacité de financement est transférée directement aux agents à besoin de financement contre des titres qui les servent de garantie. Et généralement, le lieu de transfert est en général le marché financier. Maintenant, il s'agit principalement des actions et des obligations quand il s'agit de titres. Et l'action est un titre de propriété d'une fraction, voilà, d'une partie du capital d'une société. Et très généralement, donc en achetant, si vous achetez une action, on devient copropriétaire de la société. Et si vous achetez plus de 50% des actions d'une société, on devient l'actionnaire majoritaire. Et l'action rapporte ce qu'on appelle généralement une dividende. Et la dividende n'est rien d'autre que la part du bénéfice qui est distribuée aux actionnaires. Maintenant, ce qui concerne les obligations, donc l'obligation est généralement un titre représentatif d'un endettement à moyen ou à long terme d'un agent économique, généralement des sociétés et les administrations publiques. Maintenant, en ce qui concerne toujours le financement direct ou des intermédiaires, il est important de faire la notion des marchés. Parce que très généralement, le marché financier, c'est le marché des émissions de titres, c'est-à-dire le marché où les titres sont mis en circulation pour la première fois. C'est ce qui met réellement en rapport l'agent a besoin de financement et l'agent a capacité de financement.
On appelle ça le marché primaire. Donc, ensuite, vous avez le marché secondaire où, très généralement, le titre qu'on appelle le marché sur lequel sont revendus les titres ou rachetés, notamment dit les titres déjà émis sur le marché financier. Et généralement, on a aussi le marché secondaire. Donc, le marché secondaire est le marché sur lequel sont revendus les titres ou rachetés les titres déjà émis sur le marché primaire. Maintenant, ce qui concerne notre financement direct, ça c'est notre financement direct des intermédiaires. Donc, nous avons un exemple de schéma donc, de financement direct. Vous avez les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. Donc, les agents à besoin de financement sont en demande de crédit, demande de capital, et les agents à capacité de financement vont offrir leur capital. Donc, en contrepartie de l'émission des titres et ici l'achat des titres, mais tout cela sur un marché financier. Mais il n'y a pas l'intervention d'un intermédiaire financier. Maintenant, en ce qui concerne maintenant le financement indirect ou intermédiaire, il y a un tel financement très généralement lorsque les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement ne sont pas directement en contact. Par exemple, les ménages qui sont en général des agents à capacité de financement peuvent vouloir conserver leur capacité de financement sous forme de liquidité. Donc, il faut pour cela l'intervention d'un intermédiaire qui va tenter de récupérer l'argent, c'est-à-dire la capacité de financement des ménages, en les garantissant ce qu'on appelle la responsabilité de prêter aux agents à besoin de financement. Donc, on distingue aussi deux sortes d'intermédiaires financiers. Vous avez les intermédiaires financiers simples ou non monétaires et les intermédiaires financiers monétaires ou bancaires. Donc, les intermédiaires financiers simples n'ont pas la capacité de créer la monnaie, alors que les intermédiaires financiers monétaires ou banques arrivent à créer de la monnaie. Et nous avons le schéma d'un schéma classique de financement indirect. En fait, la capacité de financement des agents, c'est-à-dire le rôle de l'intermédiaire financier, il va collecter la capacité de financement des agents à capacité de financement pour prêter aux agents à besoin de financement en contrepartie de la reconnaissance de la dette. Maintenant, on peut, lorsque l'argent collecté souvent auprès des agents est insuffisant, donc ils ont la possibilité de créer la monnaie. Donc c'est pour ça que je mets ici le crédit et la capacité de financement, c'est la seule différence. C'est-à-dire lorsque l'argent collecté par les agents à capacité de financement est insuffisant, donc ici les agents, les IFM, donc les institutions monétaires, ont la possibilité de créer de la monnaie pour satisfaire leurs besoins, les besoins des agents à besoin de financement. Voilà, donc sur ce, nous mettons fin à ce chapitre également. Merci beaucoup.